Dans notre actualité politique, un signal inquiétant d'un juge fédéral à l'égard de Donald Trump est l'un de ses principaux alliés juridiques dans la tentative avortée et anticonstitutionnelle d'annuler l'élection de 2020. Le juge a écrit aujourd'hui que Trump et l'avocat John Eastman planifiaient peut-être un crime. Ellie, quelle est l'importance de cela? Pour être clair, la décision ne portait pas sur l'inculpation de Trump pour un crime. Il s'agit d'une décision remarquable et vraiment sans précédent. Le litige portait sur le fait que la commission tentait d'obtenir certains emails entre cet avocat, John Eastman, et Donald Trump. Eastman a dit « Vous ne pouvez pas les avoir. Ils sont protégés par le secret professionnel avocat-client. » La commission a argué « Non, nous les obtenons en raison de ce qu'on appelle l'exception crime-fraude, car ils sont la preuve d'un crime en cours. » Et voici la partie remarquable. Je dois donc vous raconter ce qui vient de se passer dans la salle d'audience fédérale, car il s'agit de l'un des développements les plus ironiques et dévastateurs que nous ayons vus durant tout le second mandat de Trump. Et je sais que l'ironie est souvent évoquée en politique ces jours-ci. Tout est ironique. Tout est hypocrite. Mais ce qui s'est passé cette semaine est vraiment stupéfiant, car un juge fédéral vient de statuer que les procureurs, le propre ministère de la Justice de Trump, nommé pour s'attaquer à ses ennemis politiques, avaient été nommés illégalement. Anticonstitutionnel, aucune autorité légale. Tout doit être annulé. Les procès de vengeance que Trump montait contre des gens comme James Comey et Letitia James s'effondrent, sont rejetés, se défont en temps réel. L'homme qui a crié pendant des années à l'arme politique du ministère de la Justice vient d'être pris en train de faire exactement cela. Et maintenant un juge lui dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal. Affaire rejetée. » Allez là. Vous vous moquez de moi? C'est le type qui a bâti toute son image politique autour de l'idée que l'État profond le poursuivait, que les procureurs étaient utilisés comme une arme contre lui, que le ministère de la Justice avait été transformé en escouade politique le prenant pour cible injustement. Et qu'a-t-il fait au moment où il est revenu au pouvoir? Il a tenté de transformer le ministère de la Justice en arme contre ses ennemis. Il a tenté d'utiliser des procureurs pour s'attaquer aux personnes qu'il avait enquêtées. Il a tenté de faire exactement ce qu'il accusait tous les autres de faire. Et maintenant, un juge fédéral a examiné ses actions et a dit « C'est anticonstitutionnel. C'est illégal. Cela ne peut pas tenir. » L'hypocrisie est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Et le théâtre judiciaire qui s'est déroulé à l'annonce de cette décision était apparemment à voir. La scène dans la salle d'audience était intense. Selon des personnes présentes, le juge n'a pas simplement rendu une décision et est passé à autre chose. Avec moi maintenant pour poursuivre cette conversation se trouvent Sean Wu, un ancien procureur fédéral, et Jeff Schwartz. C'est un ancien juge fédéral. Il se trouve en Floride. Vous êtes en Floride. Je veux commencer par vous, juge Schwartz. Quel est votre avis sur ce que Paula vient de rapporter concernant le déroulement de l'audience jusqu'à présent? Eh bien, d'après les notes dont nous disposons, que j'ai suivies, les rapports qui arrivent, il est clair qu'ils n'obtiendront pas une date au 8 juillet. Et je ne vais pas hésiter à dire que Trump doit faire attention car il pourrait obtenir ce qu'il demande, ce qui ouvrirait des dates de procès pour chacun après le retour de la Cour suprême. Le juge a systématiquement démonté les arguments de l'équipe juridique de Trump point par point, affirmation par affirmation, exposant les failles de leur raisonnement, soulignant les problèmes constitutionnels de leur approche. Et à certains moments, le juge aurait fait remarquer que les propres avocats de Trump semblaient peu sûrs de leurs arguments, qu'ils trébuchaient, qu'ils ne pouvaient pas répondre à des questions basiques sur l'autorité légale de ce qu'ils tentaient de faire. La salle d'audience était apparemment stupéfaite. Ce n'était pas une décision serrée où des personnes raisonnables pourraient être en désaccord. C'était un démantèlement complet de toute la stratégie juridique de Trump. Un démontage si minutieux que les observateurs ont dit que l'on pouvait voir la confiance de l'équipe de la défense s'effondrer en temps réel. Les affaires rejetées incluent certaines des poursuites de vengeance les plus importantes que Trump menait depuis son entrée en fonction. James Comey, l'ancien directeur du FBI que Trump déteste depuis que Comey a refusé de lui jurer une loyauté personnelle et a poursuivi l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016. Letitia James, la procureure générale de New York, qui a intenté l'affaire pour fraude contre Trump et son entreprise. Ce sont des personnes que Trump menace publiquement depuis des années. Des personnes qu'il a promis de poursuivre une fois qu'il en aurait le pouvoir. Et maintenant, les procédures contre elles sont annulées. Non pas parce qu'elles sont innocentes, non pas parce que les accusations manquent de fondement, mais parce que les procureurs nommés par Trump pour les poursuivre n'avaient pas l'autorité constitutionnelle de le faire. Tout l'appareil juridique que Trump a construit pour se venger de ses ennemis s'effondre parce qu'il n'a pas suivi les règles. Et voici ce qui rend cela si significatif. Trump a passé toute sa présidence, ses 2 mandats, à se plaindre de dépassement de pouvoir des procureurs, d'enquêtes lancées sans autorité appropriée, de l'utilisation du ministère de la Justice comme arme politique.
Ces plaintes étaient le fondement de son récit. C'est ainsi qu'il a mobilisé sa base. C'est ainsi qu'il a délégitimé chaque enquête sur sa conduite. Et maintenant, un juge fédéral a constaté que Trump lui-même s'était livré à ce genre d'inconduite. Que son ministère de la Justice avait nommé des procureurs sans l'autorité légale appropriée. Que sa campagne de vengeance était elle-même anticonstitutionnelle. Chaque critique que Trump a jamais faite à ses ennemis vient d'être retournée contre lui par un tribunal fédéral. Dans une décision officielle qui a force de loi. La décision frappe au cœur de la défense juridique et du récit politique de Trump simultanément. Il ne peut plus prétendre être la victime d'une justice instrumentalisée. Pas de manière crédible quand un tribunal a constaté qu'il avait lui-même instrumentalisé la justice contre d'autres. Il ne peut plus se plaindre de nominations illégales quand ses propres nominations ont été jugées illégales. Il ne peut plus se présenter comme le défenseur des normes constitutionnelles quand ses procureurs ont été jugés en violation de ces normes. Chaque argument qu'il a avancé pendant des années est maintenant sapé par sa propre conduite. Et le juge a rendu cette contradiction explicite, impossible à ignorer, en a fait partie du dossier juridique officiel. Le paysage juridique autour de Trump est vraiment chaotique en ce moment. D'un côté, certaines affaires contre lui sont rejetées, où il obtient des décisions en sa faveur. De l'autre, sa tentative de poursuivre ses ennemis s'effondre. Les tribunes font appliquer des limites constitutionnelles que Trump pensait apparemment ne pas s'appliquer à lui. Les juges résistent à l'utilisation du ministère de la Justice comme arme politique, même quand c'est Trump qui l'arme. Toute la situation est un fouillis de contradictions et de résultats divergents difficiles à suivre. Mais une chose est claire, la campagne de vengeance de Trump, son effort pour utiliser son second mandat pour punir tous ceux qui l'ont contrarié, se heurte à un mur. Les tribunaux disent non. Et Trump, malgré tout son pouvoir, ne peut pas simplement outrepasser ce que les juges décident. Donc, dans cette vidéo, je vais analyser exactement ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, ce que la décision du juge signifie pour les poursuites contre Trump, pourquoi les problèmes constitutionnels sont si fatals pour sa stratégie, et ce que cela nous apprend sur les limites du pouvoir présidentiel, même pour un président qui pense n'en avoir aucune. Parce que cette histoire va bien au-delà d'une seule affaire judiciaire. Il s'agit de savoir si quiconque, même le président, doit suivre les règles. Et pour l'instant, les tribunaux disent oui. Ok, examinons donc le fond juridique de ce qui s'est passé ici, car les détails sont en fait fascinants. Et ils révèlent à quel point l'équipe de Trump a complètement raté toute cette opération. Les poursuites de vengeance n'étaient pas seulement problématiques politiquement. Elles étaient juridiquement défectueuses dès le départ. Et la décision du juge expose exactement comment et pourquoi. Comprendre les problèmes constitutionnels en jeu permet d'apprécier pourquoi il ne s'agit pas seulement d'un revers temporaire pour Trump. C'est un problème fondamental dans toute son approche de l'utilisation du ministère de la Justice. Un problème qui ne peut pas être facilement résolu. Un problème qui menace de faire s'effondrer tout ce qu'il a tenté de faire pour punir ses ennemis perçus. Le problème juridique concerne ce qu'on appelle la clause des nominations de la Constitution. Ce n'est pas la partie la plus excitante du droit constitutionnel, mais elle est incroyablement importante. La clause des nominations spécifie comment les fonctionnaires fédéraux doivent être nommés. Les fonctionnaires principaux, ceux qui exercent une autorité significative, doivent être nommés par le président et confirmés par le Sénat. Les fonctionnaires peuvent parfois être nommés par d'autres moyens, mais il y a toujours des règles sur qui peut les nommer et dans quelles circonstances. Ce ne sont pas des détails techniques arbitraires. Ils sont fondamentaux pour le fonctionnement de notre gouvernement. Ils garantissent que les personnes exerçant le pouvoir de poursuite, le pouvoir d'inculper des citoyens et de les priver de leur liberté, aient été correctement examinées et approuvées par le processus constitutionnel. Le ministère de la Justice de Trump a apparemment ignoré ces exigences. Dans leur précipitation à mener des poursuites de vengeance, à s'attaquer à Comey, Letitia James et d'autres, ils ont nommé des procureurs sans suivre les procédures appropriées. Les personnes qui intentaient ces affaires n'avaient pas l'autorité légale de le faire. Elles n'étaient pas correctement nommées selon la Constitution. Et cela signifie que tout ce qu'elles ont fait, chaque accusation portée, chaque motion déposée, était invalide dès le départ. Le juge n'a pas eu à évaluer si les accusations étaient fondées, ni à décider si Comey ou James avaient réellement fait quelque chose de mal. Les affaires devaient être rejetées parce que les procureurs qui les poursuivaient n'avaient aucun droit d'être là en premier lieu. L'ironie ici est presque trop parfaite. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le procureur spécial Jack Smith? L'équipe juridique de Trump a passé des mois à argumenter que Smith avait été nommé de manière incorrecte, que son autorité était constitutionnellement défectueuse, que les accusations contre Trump devaient être rejetées parce que Smith n'avait pas l'autorisation appropriée pour les porter. Un juge fédéral en Floride avait en effet accepté cet argument et rejeté l'une des affaires contre Trump sur cette base.
Trump avait célébré cette décision comme une immense victoire. Ses avocats l'avaient présentée comme une justification. Ils disaient que cela prouvait que les enquêtes contre Trump étaient illégitimes dès le départ. Et maintenant, exactement le même principe juridique est appliqué au propre procureur de Trump. Exactement le même vice constitutionnel que Trump a utilisé pour échapper à des comptes à rendre est utilisé pour arrêter sa campagne de vengeance. L'arme qu'il a brandie contre ses ennemis s'est retournée contre lui. La critique de l'équipe juridique de Trump par le juge a été apparemment cinglante. En audience, lorsque les avocats présentent leurs arguments, les juges posent souvent des questions poussées pour tester leur solidité. Les bons avocats peuvent défendre leur position. Ils peuvent expliquer le fondement juridique de leurs affirmations. Ils peuvent citer des précédents, des lois et des dispositions constitutionnelles qui soutiennent leur cas. Mais selon des observateurs dans la salle d'audience, les avocats de Trump n'ont pas pu faire cela. Quand le juge les a pressés sur l'autorité des nominations des procureurs, ils ont trébuché. Quand on leur a demandé d'expliquer le fondement constitutionnel de leurs actions, ils n'ont pas pu fournir de réponse cohérente. Le juge aurait souligné cela explicitement, aurait rendu clair que les avocats eux-mêmes semblaient peu sûrs de leurs propres arguments. Ce genre de critique publique d'un juge fédéral est dévastateur pour toute équipe juridique. Cela signale que l'affaire est faible et que les personnes qui la portent n'y croient pas vraiment eux-mêmes. Les affaires rejetées représentent des années de menaces de vengeance, enfin mises à exécution, et qui échouent. Trump parle de s'en prendre à Comey depuis 2017. Depuis que Comey a témoigné devant le Congrès et a refusé de dire que l'enquête sur l'ingérence russe était un canular. Depuis que Comey a été licencié et a ensuite écrit un livre critiquant Trump. La haine entre eux est publique et intense depuis près d'une décennie. Et quand Trump est revenu au pouvoir, il a enfin eu le pouvoir d'agir. Il pouvait ordonner au ministère de la Justice d'enquêter sur Comey. Il pouvait faire porter des accusations. Il pouvait utiliser la machinerie de l'application de la loi fédérale pour punir quelqu'un qu'il voyait comme un ennemi. Sauf qu'il ne pouvait pas le faire légalement. Il ne pouvait pas le faire constitutionnellement. Et maintenant, la tentative s'est effondrée. Letitia James est une autre figure que Trump menace depuis des années. C'est elle qui a intenté l'affaire civile pour fraude contre Trump et son entreprise. L'affaire qui a conclu qu'il avait gonflé la valeur de ses actifs pendant plus d'une décennie. L'affaire qui a abouti à des constats de responsabilité et des pénalités financières importantes. Trump l'a traité de raciste, a qualifié son enquête de chasse aux sorcières, a promis de la faire payer pour ce qu'elle avait fait. Et son ministère de la Justice a tenté de tenir cette promesse. Ils ont ouvert des enquêtes. Ils ont porté des accusations. Ils ont tenté d'utiliser le pouvoir de poursuite fédérale contre une officielle d'État qu'il avait poursuivie légalement. Mais comme pour Comey, les vices constitutionnels dans la procédure font maintenant s'effondrer le tout. Les procureurs n'avaient pas l'autorité appropriée. Les affaires doivent être rejetées. Et Letitia James s'en sort, non pas parce qu'elle est innocente, non pas parce que les accusations ont été évaluées sur le fond, mais parce que l'équipe de Trump n'a pas pu suivre des exigences constitutionnelles de base. Les implications plus larges de cette décision vont bien au-delà de ces affaires individuelles. Si les procureurs nommés par Trump manquent d'autorité constitutionnelle, alors d'autres affaires dans lesquelles ils sont impliqués pourraient aussi être vulnérables. D'autres poursuites de vengeance, d'autres enquêtes à motivation politique, tout l'appareil que Trump a construit pour utiliser le ministère de la Justice contre ses ennemis pourrait être entaché du même vice constitutionnel. Les avocats de la défense dans d'autres affaires préparent sûrement déjà des motions de rejet basées sur cette décision. Ils vont argumenter que si les procureurs des affaires Comey et James étaient nommés de manière incorrecte, alors les procureurs de leurs affaires le sont aussi. La décision pourrait avoir un effet boule de neige qui sape poursuite après poursuite, qui éviscère tout l'agenda de vengeance de Trump, qui ne lui laisse rien à montrer de toutes ses menaces et promesses, à part une série de défaites judiciaires embarrassantes. Les dommages politiques de cette décision s'ajoutent à tous les autres problèmes auxquels Trump est confronté. Il a déjà des taux d'approbation historiquement bas. Il a déjà le désastre des fichiers Epstein. Il a déjà la collaboration de Mark Meadows avec les procureurs. Il a déjà les révélations de Jack Smith sur les documents classifiés. Il a déjà les constats de fraude financière. Il a déjà la fracture de sa coalition au Sénat. Et maintenant, en plus de tout cela, son effort emblématique pour punir ses ennemis s'effondre. La vengeance qu'il avait promise à ses partisans n'a pas lieu. Les poursuites qui devaient rendre des comptes à l'État profond sont rejetées par les tribunaux. Au lieu de paraître fort et victorieux, il paraît incompétent, incapable de doter correctement son propre ministère de la Justice, incapable de mener des affaires qui peuvent survivre à un examen constitutionnel de base, incapable de tenir les menaces qu'il profère depuis des années. Le moment en salle d'audience où la stratégie de Trump s'est visiblement effondrée va devenir iconique. Cette image d'avocat trébuchant, d'un juge démontant des arguments,
d'une équipe juridique incapable de défendre ses propres positions, va être rediffusé et évoqué pendant des années. Cela va devenir le symbole de l'écart entre la rhétorique de Trump et sa capacité à exécuter réellement. Il parle fort. Il fait de grandes promesses. Il menace tous ceux qui le contrarient. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, quand les affaires doivent survivre à un examen judiciaire, quand les exigences constitutionnelles doivent être respectées, il échoue. Son équipe échoue. Toute l'opération s'effondre. C'est l'histoire que raconte cette scène de tribunal. Et c'est une histoire qui sape l'image soigneusement cultivée de force et de compétence de Trump. Les observateurs juridiques notent que cette décision représente le pouvoir judiciaire remplissant sa fonction constitutionnelle appropriée. Les tribunaux sont supposés contrôler les dépassements de pouvoir de l'exécutif. Ils sont supposés faire appliquer les limites constitutionnelles au pouvoir de poursuite. Ils sont supposés garantir que les gens ne soient pas inculpés par des procureurs qui manquent d'autorité appropriée. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Un juge a examiné les actions du ministère de la Justice de Trump, les a évaluées à l'aune des exigences constitutionnelles et les a trouvées déficientes, défectueuses, anticonstitutionnelles. C'est le système qui fonctionne comme prévu. Ce sont les freins et contrepoids en action. Et cela arrive, surtout, à un président qui pense que les freins et contrepoids ne devraient pas s'appliquer à lui. Bon, résumons les points clés car cette décision a des implications qui vont bien au-delà des affaires individuelles rejetées. Nous sommes face à un désaveu fondamental de l'approche de Trump dans l'utilisation du ministère de la Justice. Nous voyons des limites constitutionnelles être appliquées à un président qui pensait pouvoir les ignorer. Et nous voyons un agenda de vengeance qui promettait tant aux partisans de Trump s'effondrer sous le poids de vices juridiques qui auraient dû être évidents dès le départ. Laissez-moi vous expliquer les principaux points et ce qu'ils signifient pour le paysage politique et juridique à venir. Premier point clé, le vice constitutionnel est fatal et ne peut être facilement corrigé. Le problème n'est pas que les procureurs aient fait une erreur dans leurs arguments. Le problème est que les procureurs eux-mêmes manquent de l'autorité légale pour intenter les affaires en premier lieu. On ne peut pas corriger cela en engageant de meilleurs avocats ou en faisant des arguments plus solides. Toute la fondation est pourrie. La seule façon de le résoudre serait de nommer correctement des procureurs via les processus constitutionnels, les faire nommer par le président et confirmer par le Sénat, puis recommencer les affaires depuis le début. Cela prendrait des mois ou des années. Cela ferait face à de nouveaux défis juridiques, et rien ne garantit que le résultat serait différent. Les poursuites de vengeance promises par Trump ne sont pas seulement retardées. Elles sont peut-être définitivement compromises. Deuxième point clé. L'ironie d'utiliser la clause des nominations contre Trump est dévastatrice pour son récit. Les propres avocats de Trump ont réussi à argumenter que Jack Smith avait été nommé de manière incorrecte et ont obtenu le rejet d'une affaire contre Trump sur cette base. Ils ont établi le principe que les procureurs ont besoin d'une autorité constitutionnelle appropriée. Et maintenant, ce même principe est utilisé pour détruire les propres poursuites de Trump. Chaque argument de son équipe sur Smith peut maintenant lui être renvoyé. Chaque mémoire juridique qu'ils ont déposée peut être utilisée comme précédent contre leurs affaires actuelles. Ils ont construit l'arme qui est maintenant utilisée contre eux. Ce genre d'autogol est difficile à contourner. Il est difficile d'expliquer aux partisans pourquoi la théorie juridique qui a aidé Trump le dessert maintenant. L'hypocrisie est trop évidente. La contradiction est trop claire. Troisième point clé. L'humiliation en salle d'audience de l'équipe juridique de Trump envoie un signal aux autres juges. Quand un juge fédéral critique publiquement des avocats pour leur incapacité à défendre leurs propres arguments, d'autres juges y prêtent attention. Quand une décision démonte une stratégie juridique aussi minutieusement que celle-ci, cela influence la manière dont d'autres tribunaux abordent des questions similaires. Les juges dans d'autres affaires impliquant les poursuites de vengeance de Trump vont lire cette décision. Ils vont voir à quel point le fondement constitutionnel était faible. Ils vont être enclins à aboutir à des conclusions similaires dans leurs propres affaires. L'effet domino pourrait être significatif. Cette décision pourrait être la première d'une série de rejets, non pas parce que les juges se coordonnent, mais parce que les vices juridiques sont si fondamentaux que tout examen attentif aboutira à la même conclusion. Quatrième point clé. L'échec de l'agenda de vengeance sape les promesses de Trump à sa base. Trump a dit à ses partisans qu'il tiendrait l'État profond pour responsable. Il a promis de s'attaquer aux personnes qui l'ont persécuté. Il a dit qu'il y aurait des conséquences pour Comey, James et tous les autres qui ont osé l'enquêter ou le poursuivre. Ce récit de vengeance était central à son attrait politique. C'est ce qui enflammait les rassemblements. C'est ce qui motivait les dons. C'est ce qui faisait sentir aux gens que Trump était leur champion,
ripostant contre l'establishment corrompu en leur nom. Et maintenant, cette vengeance n'a pas lieu. Les poursuites s'effondrent. Les ennemis s'en sortent libres. Trump a promis des représailles et n'a pas pu les fournir. Cet écart entre promesses et réalité est politiquement dommageable d'une